Vous mangez bien, vous bougez, vous vous hydratez et pourtant, vous êtes constipé, vous n'êtes pas allé aux toilettes depuis 3 jours. Donc aujourd'hui, je vous explique pourquoi les femmes souffrent de constipation 2 à 3 fois plus souvent que les hommes. Et à la fin, évidemment, je vous explique comment remédier et se débarrasser de ce problème une fois pour toutes. Le chiffre officiel, c'est que 20% de la population est touchée par la constipation. Mais ce que ce chiffre ne dit pas, c'est qu'en fait, dans ces 20%, eh bien, c'est 30% de femmes et seulement 10% d'hommes. Donc on voit qu'on n'est pas égal face à ce problème. Et ce que je vois souvent, bah, c'est des femmes qui vont à la pharmacie. Voilà, on va leur recommander un laxatif léger. Et puis on s'y habitue en fait et on commence à prendre son laxatif tous les jours parce que sans ça, rien ne va. Et ça devient une habitude et ça devient quelque chose de normal. Or, ce n'est pas normal de devoir prendre des laxatifs pour pouvoir aller à la salle, évidemment. Donc, dans cette vidéo, je vous explique un petit peu les mécanismes qui rentrent en compte dans cette constipation chronique. Et évidemment, à la fin, je vous donne des pistes pour résoudre et se débarrasser de ce problème définitivement. Avant de parler d'hormones, je vais vous parler des raisons mécaniques qui fait que les femmes sont plus constipées que les hommes. Première raison, c'est qu'on a un plancher, un bassin qui est plus large. Et donc, bah, le côlon transverse notamment est plus long que chez les hommes, puisqu'il y a plus de distance. Et qui dit plus grande distance dit un plus grand temps pour traverser cette distance. Donc concrètement, chez les hommes, un transit moyen, le temps qu'un aliment fasse tout le chemin, on va être aux alentours de 31 heures, alors que chez les femmes, on est plutôt à 47 heures. Donc ça fait 16 heures de différence, et c'est énorme, on verra par la suite. Ça a des conséquences sur le microbiote et la paroi intestinale. Ensuite, on a un plancher pelvien qui peut être légèrement affaibli, notamment avec des grossesses, une ou plusieurs grossesses. Et donc là, on va avoir un manque de force au niveau du rectum pour expulser les selles. Donc ça, c'est une autre raison. Et puis, bah, on n'a pas été fait pour aller à la selle sur des toilettes surélevées. Hein, si vous repensez à nos ancêtres, eh ben, ils étaient accroupis dans l'herbe. Et donc c'est très important d'adopter cette position. Donc on vend maintenant, mais vous pouvez utiliser n'importe quel petit tabouret en fait pour remonter les pieds. Et on va ainsi améliorer l'angle d'expulsion du rectum. Voilà, pas la peine de visualiser, faites-moi confiance. Le cycle menstruel, évidemment, va venir influencer le transit chez les femmes. Parce que qu'est-ce qui se passe en phase lutéale, donc la deuxième partie du cycle, on va avoir la progestérone qui augmente. Donc je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur l'hydratation. La progestérone qui augmente, ça veut dire qu'on va expulser plus de sel et donc plus d'eau, donc une déshydratation qui est jamais bonne pour un bon transit. Mais au-delà de ça, en fait, la progestérone, elle a un effet relaxant sur les muscles lisses. Et les muscles lisses, ce sont les muscles notamment qui composent la paroi intestinale. Et donc ça veut dire que on va être plus relâché au niveau de cette paroi, et donc on a moins le phénomène de péristaltisme qui est indispensable pour le transit. Donc c'est ce qui explique en fait qu'on a souvent un peu plus de constipation en deuxième partie du cycle, et puis qu'au moment des règles, voire après, on va même parfois certaines femmes décrivent de la diarrhée. Donc on n'est pas égal, ce transit n'est pas égal à toutes les parties du cycle, il fluctue, ça fait partie de la vie des femmes. C'est comme ça, il faut simplement comprendre en fait ce qui se passe pour pouvoir améliorer ce phénomène. Et il y a un autre mécanisme hormonal qui est souvent sous-estimé, c'est la partie œstrogénique. Quand vous avez un transit qui est ralenti, eh ben, vos œstrogènes ils vont avoir plus de temps à passer dans les intestins et ils vont être réabsorbés. C'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique, et ils vont retourner dans le sang. Et donc on va se retrouver avec ce qu'on appelle une dominance œstrogénique. Donc ça c'est un autre souci, ça va venir encore perturber davantage le transit. À la ménopause, on va avoir plusieurs facteurs qui se cumulent. Donc on a cette chute d'œstrogène qui fait que le transit va se ralentir mécaniquement, œstrogène et progestérone. Ensuite, on a une diminution de la qualité du microbiote qui fait que systématiquement, les femmes à la ménopause, périménopause vont observer des changements de transit. Et puis je vous en ai parlé dans une autre vidéo sur l'hydratation et la déshydratation. Ces hormones vont aussi venir
un peu dégrader la qualité de l'hydratation cellulaire, ce qui se fait que voilà, ça va venir encore amplifier le phénomène de constipation. Vous le savez, l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. On a 500 millions de cellules nerveuses au niveau de l'intestin. C'est plus que ce qu'on trouve dans la moelle épinière tout entière. L'intestin, c'est là aussi qui est généré 90%, 90% de la sérotonine. Donc c'est la molécule du bien-être, on va dire, qui a aussi un effet sur le péristaltisme de l'intestin. Et votre intestin, il est relié au cerveau par le nerf vague. Donc c'est une autoroute, on va dire, bidirectionnelle. Donc quand on a un intestin qui souffre, le cerveau va le ressentir et va en subir les conséquences. Et quand on a un cerveau qui est sous stress, eh bien l'information elle va redescendre aussi au niveau des intestins. Donc voilà, ça marche dans les deux sens. Et aujourd'hui, avec la vie moderne, on a une stimulation chronique de cortisol, un stress qui fait que voilà, l'intestin va payer et on a la diversité du microbiote qui va chuter. Donc vous savez, on a des milliards de bactéries qui vivent dans cet intestin, elles vivent en symbiose avec nous. Et plus cette population est diversifiée, mieux on est niveau santé. Donc à la ménopause, on a aussi une chute de ce microbiote et de la qualité de ce microbiote. Donc vous voyez, il y a un effet cumulatif, plus le stress, le manque de sommeil qui va avec la périménopause, les bouffées de chaleur, tout ça est un cercle vicieux. Donc ce microbiote qui est appauvri au niveau de la diversité, eh bien, il va produire moins de butyrate. Alors le butyrate, qu'est-ce que c'est ? C'est un acide gras à chaîne courte qui va être notamment le carburant des cellules de la paroi intestinale. Donc on va se priver de ce carburant et on va encore avoir des effets négatifs sur le péristaltisme de l'intestin. Donc vous voyez qu'on est dans un cercle vicieux. On va avoir une moins bonne qualité du microbiote, donc des bactéries qui produisent moins de butyrate, un intestin du coup qui a moins de carburant pour fonctionner au niveau du péristaltisme notamment, du coup une constipation qui est aggravée et du coup une dysbiose, donc ce déséquilibre intestinal qui s'aggrave encore. Maintenant, je vais vous parler des pièges, maintenant que vous avez bien compris quel était le fonctionnement et les causes de cette constipation chronique. Et le premier piège, ce sont les laxatifs, évidemment. Vous allez demander à votre pharmacien, il ne faut pas rester constipé, c'est sûr, à votre pharmacien un laxatif, et ce laxatif, il va aider, pour certaines familles en tout cas, la contraction et la motilité de l'intestin. Et donc, si vous l'utilisez régulièrement, comme certaines personnes en utilisent tous les jours et sur le long terme, l'intestin il va perdre sa capacité à se contracter par lui-même. Et ça, évidemment, c'est encore un problème qu'il faudra régler pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Donc attention, si vous avez besoin de laxatif, ça peut arriver, mais ça doit être très ponctuel, ne jamais dépasser 7 jours de complémentation avec un laxatif. Un autre piège, c'est la déshydratation. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus. Quand on manque d'eau, les selles vont être plus dures, forcément, ça va être beaucoup plus difficile de les éliminer. Donc la déshydratation, c'est pas forcément uniquement un manque d'eau, c'est surtout et souvent un manque d'électrolytes. Donc le magnésium est hyper important si vous êtes constipé. Une majorité de la population est déficiente en magnésium, on en reparlera. Mais donc ce magnésium, il va avoir deux effets. Il va aider à retenir l'eau dans les selles et puis il va aider au mouvement, au péristaltisme de l'intestin. Donc très important de vous complémenter avec la forme adéquate de magnésium si vous souffrez de ce problème chronique. Ne tombez pas non plus dans les pièges healthy, donc typiquement le jus vert de légumes avec des épinards. Vous savez que, ou vous ne savez pas, que les épinards contiennent beaucoup d'oxalates. Donc les épinards, ça se cuit, ça ne se mange pas cru, et encore moins le matin, mixé tous les matins. Okay, parce que ces oxalates, ils viennent diminuer l'absorption de magnésium, et donc vous allez tomber dans cette problématique de carence en magnésium. Ensuite, un autre piège, c'est de faire du sport sans récupérer correctement. Donc ce sport, il va aggraver, si vous ne respectez pas une période de récupération correcte, il va aggraver le cortisol chronique. Et donc, on l'a vu, le stress est un facteur amplifiant de la constipation. Et puis, n'allez pas acheter des probiotiques au supermarché, ça ne sert en général à rien. La plupart du temps, ils ne passent pas la barrière gastrique. Et
comme je vous le dis toujours, on ne se supplémente pas au hasard. On mesure, on peut faire des analyses pour savoir la nature de la composition de votre microbiote, et là on va pouvoir venir agir de façon ultra précise et aider à relancer le mécanisme. Certains médicaments aussi vont avoir une tendance à constiper, donc c'est tout ce qui est antidouleur assez puissant, style opioïdes, les antiacides, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, tout ce qui est aussi antidépresseur peut venir augmenter ce problème de constipation. Donc attention, si vous êtes sous cette médication, parlez-en à un professionnel de santé. Et maintenant, une solution. Je ne vais pas vous laisser terminer la vidéo comme ça avec votre constipation chronique. Je vous ai fait toute une vidéo sur les bienfaits des graines de lin et vraiment, c'est mon outil, un de mes outils préférés pour soigner la constipation. Pourquoi? Vous savez, il y a d'autres solutions, les graines de chia, le psyllium, tout ça, ça va amener en fait de l'hydratation dans les intestins. Mais les graines de lin, elles ont quelque chose de très particulier, ce sont les lignanes. Elles sont extrêmement riches en lignanes et ces lignanes, ils vont aider en fait à résoudre ce problème œstrogénique. Et puis ces graines de lin, quand vous les mettez trempées, elles vont aussi libérer leur mucilage. Et ce mucilage, il a deux intérêts pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Le premier, c'est qu'il va venir en fait un peu tapisser la paroi des cellules de l'intestin, donc il y a un rôle protecteur par rapport notamment aux effets néfastes d'une dysbiose éventuelle. Et puis ça retient l'eau, donc ça va venir jouer le rôle de lubrifiant, et donc ça va aider. Puis ces graines de lin, ne l'oublions pas, elles contiennent de l'acide linolénique, le fameux ALA, l'oméga 3 végétal. Donc vous connaissez le bienfait des oméga 3, même s'il n'est pas complètement transformé en oméga 3 qu'on va pouvoir assimiler au niveau des cellules, il va quand même aider de par son effet anti-inflammatoire à venir baisser éventuellement une inflammation de bas grade qui vient encore aggraver le problème de la constipation. Ces graines de lin, elles ont un dernier avantage, c'est que quand on va libérer leur mucilage, on va se retrouver avec des pectines qui sont en fait des prébiotiques qui vont aller nourrir certaines souches favorables du microbiote comme les bifidobactéries et les lactobacillus qui eux vont pouvoir produire du butyrate qui va aller nourrir les cellules de l'intestin et donc on vient comme ça court-circuiter ce problème de dysbiose grâce à ces pectines. Donc s'il vous plaît, les graines de lin, ça ne se consomme pas comme ça à la sortie du pot. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus, donc allez la revoir. On va les faire tremper à minima et au mieux, on va les moudre. Sinon, on ne bénéficie pas, elles traversent le corps et on ne bénéficie pas de leurs avantages. Okay, l'huile de lin ne contient pas les lignanes qui vont venir aider pour le transit, ni les fibres. Donc l'huile, vous oubliez pour ce problème précis. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de façon pratico-pratique? Eh bien le matin, vous allez pouvoir prendre ces graines de lin, vous les mettez au blender et vous pouvez les ajouter par exemple dans une boisson ou vous saupoudrez sur ce que vous mangez ou dans un yaourt. Okay, allez-y progressivement. En général, la dose efficace, c'est 25-30 grammes. On ne va pas y aller avec 30 grammes direct. On commence par une cuillère à soupe, plus ou moins 10 grammes, et on va progressivement augmenter. Je vous propose de faire ça sur 2 semaines. Si vous y allez trop vite, que le transit est ralenti, vous venez rajouter ça, ça va commencer à fermenter et vous allez être découragé. Donc soyez patient, un petit protocole d'augmentation légère sur 2 semaines, ce sera très bien. Et puis vous pouvez ajouter du magnésium le soir, ça va vous aider à vous relaxer, à bien dormir et le matin, ça va venir amplifier l'effet des graines de lin. Voilà, vous savez tout sur les mécanismes de la constipation au féminin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo avec peut-être une amie qui vous a partagé ce problème. Toutes les études sur lesquelles je me base sont dans la description. Je vous dis à bientôt.